Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager notre démarche de recherche sur quelques questions d'astrophysique. Je suis donc avec Gabriel qui vient d'effectuer un stage d'une semaine chez moi au siège de Rocastre donc, et il m'a aidé dans toutes mes diverses activités, à savoir pour commencer la rédaction de la Cagoule Céleste. Donc, il s'est initié à la consultation d'éphémérides, à la manipulation de stellarium, à la recherche d'articles pour la chronique de l'actualité spatiale, ainsi que de photos d'astronomie pour illustrer notre article. Et également à la manipulation et au réglage de nos instruments d'astronomie, lunettes et télescopes, et il m'a parfaitement fini la collimation du Dobson. Merci, Gabriel. Et nous avons hier soir fait une première vidéo pour présenter ce bulletin de la Cagoule Céleste, donc de la troisième phase de la première lune d'hiver. Alors, avant d'exposer ces questions qui relèvent de l'astrophysique, je vous présente donc Gabriel. Ça, je l'ai déjà présenté, mais je vous en dirai un peu plus sur lui. Donc, il est en troisième et fait son premier stage de découverte du milieu professionnel. Alors certes, mon milieu professionnel est un petit peu original puisque je travaille toute seule pour l'instant essentiellement à domicile et que je suis en quelque sorte sur la rampe de lancement puisque je m'apprête à lancer sur le web l'école du Soriastre. Dis-moi donc, Gabriel, pour une première immersion dans un milieu professionnel, certes un peu original, qu'en penses-tu? Quelles sont tes impressions? Ah, trop le micro. Déjà, merci à Claire de m'avoir accueilli ici. J'ai été très heureux de. Avec joie. Merci beaucoup. Eh bien, chers auditeurs, merci de nous avoir déjà suivis jusque-là, mais vous voudriez peut-être savoir maintenant quelles sont les fameuses questions de Gabriel auxquelles nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse, ma contribution ayant été de donner quelques pistes à Gabriel pour approfondir ces questions, parce que je n'ai pas la réponse à tout. Vous allez voir les questions. À toi, Gabriel. Alors, du coup, pour une première question, qu'est-ce que la différence entre la matière noire, l'énergie noire et l'antimatière? Après, on a aussi qu'est-ce qu'un trou noir? À quelle vitesse va l'expansion de l'univers? Euh, Peut-on mesurer la masse de l'énergie? Que se passe-t-il quand on approche d'un trou noir? Peut-on voyager à la vitesse de la lumière? Est-ce qu'une étoile a neutrons et est-ce que l'univers est mesurable? Beaucoup de questions, donc plutôt trapues, n'est-ce pas, hein, quand même, hein. Waouh. Alors moi, quand je me trouve devant des questions aussi trapues, hein, on ne peut pas dire n'importe quoi, et sachant que, en plus, le monde de la connaissance dans tous ces domaines est en constante évolution et bouillonnement, bah, le mieux, c'est de se rendre chez quelqu'un qui publie très régulièrement toutes les dernières news astronomie, astrophysique, astronautique, et qui peut donc nous donner des informations bien triées, que je l'ai donc entraîné sur le site de Jean-Pierre Martin, planèteastronomie.com, depuis 20 ans au moins sur le web, qui est Jean-Pierre Martin de la Société astronomique de France, du club Vega à Plaisir dans la région parisienne, qui tient une rubrique d'archives très très bien classée et très facile à utiliser sur tous les sujets, n'est-ce pas, qui touchent à l'astronomie, à l'astrophysique et à l'astronautique et à la cosmologie. Donc voilà la page du sommaire des archives. Et donc, pour les questions spécifiques de Gabriel, nous sommes allés voir dans voilà, astrophysique, actualité par thème. Donc voilà, tout de suite, matière, antimatière, supernova, trou noir, matière noire, énergie noire. Je ne vais pas tous les défiler, hein, chacun pourra aller du coup découvrir tous les thèmes qui peuvent être traités. Et donc c'est Gabriel lui-même qui va répondre aux questions. Il a mené d'autres recherches
aussi sur Google et donc a découvert d'autres sites et d'autres articles. On va faire question-réponse. C'est moi du coup qui vais poser la question. On va dialoguer un petit peu et il va nous apporter d'abord les réponses. Alors, première question, c'était donc quelle est la différence entre la matière noire, l'énergie noire et l'antimatière? À toi, Gabriel, qu'as-tu trouvé comme réponse sur cette question? Alors déjà, je suis tombé sur une interview de Jean-Pierre Luminet qui traitait de ce sujet. Et il répond pas mal à la question qu'est-ce que la matière noire, l'énergie noire et l'antimatière. Déjà, on sait que l'antimatière est en quantité infime dans l'univers. Et, elle a été créée par le Big Bang. L'univers est composé que d'un milliardième d'antimatière, alors que l'énergie noire est présente dans l'univers à 72%, et la matière noire, elle, est présente à 24% dans l'univers. Je lève la main. Et donc, ça veut dire, donc, pour résumer, on a entre énergie sombre, matière noire et matière visible qui représente que 4% de l'ensemble. Ces trois composantes représentent 99,99% de tout ce qu'on peut imaginer exister et qu'il y a un infime pourcentage, donc 0,00 et quelque chose pour cent, qui échappe et qui serait l'antimatière. Bon, moi, ça me fait penser exactement, c'est la même problématique, par exemple, masse et mouvement dans le système solaire. Le Soleil est le centre de masse et occupe 99,99% au moins de la masse du système solaire. Et l'ensemble des planètes, petits corps de satellites, tout ce qui tourne, comètes, tout ce qui tourne dans le système solaire, représente 99,99% du moment cinétique global du système. C'est toujours un rapport de deux pôles. Alors, je repasse maintenant la question à Gabriel. Est-ce qu'on a, c'est bon pour cette question? Alors, la question suivante. Qu'est-ce qu'un trou noir? Alors, vas-y, Gabriel. Les trous noirs supermassifs. Le plus gros jamais découvert. À toi. Donc, pour répondre à la question, un trou noir est un objet très dense, très compact et en même temps très lourd, qui exerce de très fortes forces de gravitation et qui attire tous les objets qui s'approchent trop près de lui. Même la lumière ne peut pas en échapper. Et récemment, on a découvert un de 12 milliards de masses solaires, vieux de 12,9 milliards d'années, c'est-à-dire même pas un milliard d'années après la formation de l'univers. Merci. C'est vrai que les trous noirs, c'est plein de mystères. Ben, bravo pour cet exposé, Gabriel, parce qu'en même temps, tu l'as résumé de manière simple par rapport à ce qu'on sait. Ce qu'on sait aussi, justement, là, c'était le plus gros jamais découvert. Il existe des trous noirs à toutes les échelles. Au centre des galaxies, il s'avère de manière à peu près certaine maintenant que c'est un trou noir, le cœur de chaque galaxie. Il y a les trous noirs stellaires, c'est-à-dire à l'échelle des étoiles. Quand une étoile implose en supernova, ben, ça peut finir par un trou noir. Si c'est pas une étoile à neutrons, on va peut-être y revenir. Et il y a des trous noirs à des échelles plus petites que ça. Et il y a les micro-trous noirs et les mini-trous noirs. Et on a vu du coup quelque chose là-dessus aussi. Il y avait dans cette gamme d'échelles, il y avait une petite portion où on trouvait aucun trou noir. Et puis en fait, c'est les mini-trous noirs qui constituent une nouvelle classe. Puis il y a aussi entre toute petite échelle les micro ou trous noirs quantiques apparus au début de l'univers. Et donc il y a aussi entre les trous noirs stellaires et les micro trous noirs ou trous noirs quantiques, peut-être les mini trous noirs, on aurait trouvé un objet qui répondrait à cette définition. L'univers est plein de surprises, alors on se donne toujours des modèles et pour servir de guide dans nos explorations de l'univers. Mais à chaque fois, il y a des choses surprenantes qui obligent à revisiter les modèles, mais comme ça, c'est comme ça que la science avance. Alors du coup, on continue sur tes questions, c'était la suivante.
À quelle vitesse va l'expansion de l'univers? Alors, je te laisse nous dire tout ce que tu as trouvé là-dessus. Alors, déjà, la vitesse de l'expansion de l'univers, pour le moment, est constante. C'est-à-dire, elle va toujours à la même vitesse. Après, on ne sait pas dans le futur. Normalement, d'après ce que l'on sait, ce serait l'énergie noire qui serait la cause de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, elle écarterait Qui est distant les galaxies qui sont données en grande structure. fait grossir les galaxies et les amas de galaxies, agrandir l'univers. Voilà. Très bien, merci. Franchement, merci pour ce schéma parce que et je l'avais pas vu encore et je le trouve assez génial. C'est assez sympa c'est bien visuel. Merci pour tes découvertes, Gabriel. Je te pose donc ensuite la question suivante. C'est peut-on mesurer la masse de l'énergie? À toi. Alors, pour cette question, Einstein a découvert du coup une équation qui est E est égal à la mc au carré. On peut inverser, on peut changer cette équation en faisant E est égal M est égal E sur C au carré. Donc oui, en quelque sorte, on peut mesurer la masse de l'énergie. C'est ce monde inverse. Et oui, parce que l'énergie, n'est-ce pas, elle se manifeste dans l'espace-temps, mais en elle-même, c'est justement ce micro, ce 0,001% qui échappe à toute manifestation et qui est pourtant cette puissance maximale qui fait se mouvoir l'univers. Donc on a bêtement inversé les termes. On ne doit pas être les premiers à avoir fait, puisque E égale, donc l'énergie égale la masse par la vitesse de la lumière au carré. On peut dire que la masse égale l'énergie sur la vitesse de la lumière au carré. Et donc la vitesse de la lumière est un peu ce mur dit infranchissable, en tout cas ce mur qui sépare le monde du manifesté, M, donc avec une masse qui s'inscrit, une masse qui creuse son espace-temps, comme a démontré la relativité générale, et l'énergie, mais qui se manifeste de cette manière-là, mais qu'on n'apprend pas de manière matérielle, si ce n'est par sa manifestation. Alors, nous allons maintenant revenir vers les trous noirs, parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'approche d'un trou noir? Ils ont observé les étoiles autour du trou central de notre galaxie. Je crois que c'est dans l'astronomie que j'ai vu ça. Et donc, ils observent un balai très caractéristique. Bon, ben, vas-y. Alors, pour cette question, déjà, si un humain pourrait s'approcher d'un trou noir, il verrait le temps se ralentir. Si par miracle il arrivait à sortir de ce trou noir, il reviendrait plusieurs années plus tard au point de vue des habitants de la Terre. Mais pour lui aussi, le temps passerait plus lentement. C'est-à-dire qu'il serait aspiré en quelque sorte très lentement. Ça fait un effet d'entonnoir. Il pourrait même voir, tellement le temps est accéléré, il pourrait même voir les étoiles mourir une à une dans le ciel. Waouh. Alors, j'ai lu très récemment, je crois que c'est dans la revue L'Astronomie, justement une étude sur les étoiles au voisinage du trou noir de notre galaxie, Sagittarius A, qui ont été observées de manière plus précise qu'on avait pu le faire auparavant, et qui s'avèrent danser un très curieux ballet autour du trou noir. Elles ne sont pas englouties tout de suite. Il y a des étoiles qui ont l'air de tenir le coup alors qu'elles sont à toute proximité du trou noir. Donc, à suivre. Et donc, question suivante, c'est peut-on voyager à la vitesse de la lumière? Qu'est-ce que tu as trouvé sur ce sujet dans tes recherches? Alors, si on suit la théorie de la relativité d'Einstein, on ne pourrait pas voyager à la vitesse de la lumière car c'est une vitesse que seule la lumière peut atteindre. Si on pouvait atteindre la vitesse de la lumière, notre corps ne supporterait pas la pression et la gravité qui s'ensuivrait. Ça, c'est pas faux. Il faut se dématérialiser nécessairement. Ça passe nécessairement par une dématérialisation, c'est évident. Hein. Pas...
écrasé. Alors, ben, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'une étoile à neutrons pour continuer? On a parlé des trous noirs, de la vitesse de la lumière, de la masse et de l'énergie, le rapport masse-énergie, donc qui va intervenir à la vitesse de la lumière. Et il y a aussi dans la rubrique les étoiles à neutrons. Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons? Donc, le pulsar est une étoile à neutrons. C'est un jet de rayons gamma très cadencé, quoi. C'est-à-dire, c'est des horloges. On s'en sert comme chandelle standard pour mesurer aussi la distance des objets éloignés. On se sert des céphéides pour mesurer, qui sont des étoiles variables ou pulsantes, pour mesurer la distance des étoiles. À toi, Gabriel. Bon, alors, pour les étoiles à neutrons, sont créées à partir d'une étoile qui impose en supernova. À la fin de cette implosion, l'étoile va exploser ses couches extérieures qui vont être rejetées en énergie et en matière. Et il ne va rester qu'une petite boule de quelques dizaines de kilomètres très compacte, qui est composée essentiellement de neutrons. Et on peut voir ici sur cette image un pulsar qui est en fait un jet de rayons gamma dans l'axe polaire. Voilà, dans l'axe polaire de l'étoile que l'on peut on peut détecter à partir de télescope ici. Oui, voilà, pour les étoiles à neutrons et les pulsars qui sont liés aux étoiles à neutrons. Il faut savoir que quand une étoile grosse, parce qu'une étoile comme le Soleil, ça lui arrivera pas. Le Soleil est une petite étoile, donc sa fin de vie qui adviendra dans très longtemps, parce que justement il est petit, ça lui permet de vivre très longtemps. Donc il a 10 milliards d'années de jeunesse, selon ce qu'on estime, et il n'en est qu'à 5 milliards, donc à la moitié de sa jeunesse. Car quand il aura achevé sa jeunesse, eh bien il se mettra à devenir géante rouge, c'est-à-dire gonfler, en brûlant l'hydrogène de ses couches externes, en les transformant en hélium, produisant toujours de la lumière, mais de la lumière un peu plus rouge, donc un peu plus froide. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une géante rouge. Toutes les étoiles passent par cette phase, c'est un peu la phase de maturité de l'étoile. Et mais quand elle a fini de brûler toutes ses couches externes, eh bien, elle s'effondre, ça fait une nova. Bon. Alors les petites étoiles comme le Soleil vont s'arrêter là, produire une naine blanche et une enveloppe projetant toute leur matière qui se trouve expulsée, forme des nuages de gaz colorés, de particules qui entourent cette étoile toute petite, déjà bien dense, mais on n'en est pas au stade de l'étoile à neutrons, qui, elle, est au deuxième stade. C'est-à-dire que si les étoiles sont plus grosses que le Soleil, au moins 3 masses solaires, eh bien, elles vont entamer un deuxième cycle au lieu de s'arrêter là et de tomber en nébuleuse planétaire et en naine blanche avec sa nébuleuse planétaire. Elles vont entamer un deuxième cycle, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont transformé tout l'hydrogène en hélium, il y a le flash d'hélium et l'étoile repart en son cœur à brûler, à transformer l'hélium en carbone et en oxygène cette fois. Et même scénario, mais plus rapide. Donc l'étoile un peu plus rapide à l'échelle des étoiles, et sachant également que les étoiles, plus elles sont grosses, plus elles vivent brièvement, plus leur durée de vie est brève, elles se comptent plutôt en millions d'années, et plus elles sont petites, plus leur durée de vie est longue, elles se comptent en milliards d'années. Donc, si l'étoile est assez grosse, plus de 3 masses solaires, elle repart en deuxième phase à transformer l'hélium en carbone et oxygène. Même scénario, d'abord dans le cœur, ensuite dans les couches externes, ça va un peu plus vite. Et puis, ben voilà, quand tout l'hélium est transformé, re-effondrement. Et là, c'est là qu'on peut obtenir une étoile à neutrons, donc dans laquelle les atomes sont tellement serrés qu'il n'y a plus de place pour les électrons, il reste que des neutrons. Et donc, ça produit ces magnifiques jets de pulsars qui sont des chandelles standards pour mesurer la distance des étoiles, tant leur temps de rotation est parfaitement chronométré à la seconde ou à la milliseconde. Et du coup, c'est pas obligé de finir. Là, si l'étoile était encore plus grosse au départ, eh bien, elle va rentamer un troisième cycle, encore plus bref que le premier. Vous pourrez peut-être réaliser que la proportion est un peu la même que celle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, vous savez, il est toujours triple, en fait. Le deuxième est 30% du premier et le troisième est 30% du deuxième. Donc, le deuxième est assez facile à voir. Le troisième, vraiment, ça doit être exceptionnel. Donc, c'était pour dire cette proportion dans le temps
pour la durée des différentes phases de l'étoile. Donc la troisième phase, de toute façon, est encore plus brève. L'étoile transforme le carbone et l'oxygène en tous les autres éléments du tableau des éléments jusqu'au fer, mais au-delà du fer, il faudrait un apport supplémentaire d'énergie. Donc elle s'effondre sur elle-même, ça fait une supernova, là ça peut pas aller plus loin, et il peut en résulter un trou noir stellaire, sinon une étoile à neutrons. Voilà les étoiles à neutrons et les trous noirs. Et donc, nous avons une dernière question. Est-ce que l'univers est mesurable? À toi, Gabriel, qu'as-tu trouvé sur cette question? La mesure de l'univers. C'est sûr qu'on arrive à mesurer notre univers, on lui accorde 13,7 milliards d'années d'âge, et que ça fait un bail et que c'est confirmé par les observations. Vas-y, à toi alors. Est-ce que l'univers est mesurable? L'univers, oui et non. L'univers est mesurable. On sait que, d'après les observations, on a réussi à observer des astres et des galaxies au maximum. Enfin, la galaxie la plus lointaine qu'on a jamais observée, elle était à 13,7 milliards d'années. Ce qui veut dire que la lumière que nous a transmise ces galaxies, la forme que nous voyons de ces galaxies date d'il y a 13,7 milliards d'années. Donc, pour l'instant, c'est l'astre le plus lointain qu'on a jamais observé. Donc, on ne sait pas si l'univers a une fin, s'il a même une forme, mais on peut estimer son âge, ce qui se porte à la distance. Merci beaucoup. Alors, quand même, une petite correction, parce que 13,7 milliards d'années, c'est l'âge estimé de l'univers, justement, par observation et déduction, car il n'y a d'objets qui émettent de la lumière qu'à partir de 12,9. Les plus anciennes galaxies découvertes, 12,9, parce qu'avant, justement, il y a eu les âges sombres, dit, où il n'y avait pas encore de lumière. L'univers, toute la lumière était absorbée certainement par les premiers astres, étoiles ou galaxies en formation. C'est donc les premières lumières datent de 12,9 milliards d'années. On vient de découvrir des objets de cet âge. Et après, on pourrait appeler ça l'horizon de l'univers, donc ce qu'on appelle le fameux Big Bang, hein, qui était au départ un terme ironique, mais pour dire que tout démarre d'une singularité et que l'on date dans l'espace-temps à 13,7 milliards d'années, qui semble être confirmé au bout de plusieurs décennies quand même. On en est toujours à la même valeur. Tout le reste évolue énormément, mais ça reste. Et donc, nous avions une question subsidiaire, je crois, qu'on va retrouver où ça. Non, mais en fait, c'est bon parce que j'avais répondu. Ah bon, génial. C'était là. C'était là. C'était ça. L'énergie noire contrôle la croissance des amas de galaxies. Et donc, voilà, ils ont une petite, tu vois, Big Bang. Alors, ils ne contrôlent pas les âges sombres, là. Mais ils sont là, tu vois. Bon, ça faisait déjà beaucoup de questions. J'espère que tu es content, Gabriel, que tu as bien avancé. Ben, moi aussi, hein, parce que moi aussi, ça m'a ouvert, rafraîchi la mémoire sur certaines questions, répondu à d'autres questions et ouvert une piste assez extraordinaire pour considérer du point de vue SORI, donc sujet, objet, relation, intégration, notre module logique universel, de considérer justement matière visible, matière noire, énergie noire et antimatière. Je tiens une piste formidable. Merci, Gabriel. Mais nous serons certainement appelés à nous retrouver, à faire des activités ensemble déjà d'astronomie, puisque tu habites pas loin. Tu organises des soirées d'astronomie une fois par mois et plusieurs fois par semaine l'été, une fois par mois le reste de l'année. Tous ceux qui ont eu la gentillesse de suivre notre vidéo jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez même mettre un like. Ce n'est qu'une première. Nous allons nous retrouver certainement pour faire de l'astronomie avec déjà les autres membres de l'équipe du Club Astrolt de Rocast. Et puis, nous allons aussi certainement nous retrouver pour d'autres vidéos sur d'autres questions, toujours plus approfondies. On n'a jamais fini en astronomie. Le champ est infiniment ouvert. Donc, tout le monde peut venir. Il y en a pour tout le monde. Il y a toujours plus de questions. Il y a besoin d'observateurs. Et toutes les observations qui sont réalisées permettent de remettre en question les modèles et de poser de nouvelles questions et d'observer. C'est le champ infini de l'émerveillement en astronomie. Donc, nous vous invitons à nous suivre. À bientôt. Vous pouvez mettre un like. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.